Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est AZK et le programme de ce soir, vous l'avez dans le titre, c'est les risques avec les bridges. Parce que s'il y a bien un point sensible sur la DeFi, c'est ici, c'est au niveau des bridges. Mais bon, ça on en reparlera. Avant ça, prenez-vous un truc à boire, un truc à manger, posez-vous tranquillement. On va passer pas mal de news intéressantes en revue. Et si vous êtes sur la rediffusion de ce live, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo. On va commencer vite fait par deux petits rendements que j'ai trouvé qui sont super intéressants. J'en parle pas si souvent que ça sur les lives, mais de temps en temps, je trouve des choses assez intéressantes à faire sur la DeFi. Mais il faut quand même garder un truc à l'esprit, c'est que bien souvent, quand un rendement est très élevé, sans trop de risques à côté, il va être temporaire, il va pas durer très longtemps. Et évidemment, on va commencer par un des protocoles avec le moins de risques, c'est AAV. Et en ce moment, sur la blockchain Avalanche, il y a 24% d'intérêt sur l'USDC. Alors je précise, il y a deux versions d'AAV. Là, on est sur la V2, donc l'ancienne version d'AAV. Ça va être autour de l'USDC-E. Faites aussi attention si vous allez sur Avalanche parce qu'il y a deux USDC. Moi, je vous recommande pas forcément de déplacer des USDC si vous en avez que quelques centaines de dollars, voire moins encore. Ça vaut pas le coup, je pense, parce qu'à mon avis, le rendement va vite s'équilibrer. J'ai été voir juste avant le live et le rendement était encore élevé. On va quand même vérifier pour être sûr. Est-ce qu'on a toujours un rendement élevé? Vous voyez, il y a toujours 25% d'intérêt. C'est même un peu plus que sur mon screen, tiens, donc pourquoi pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a un souci par rapport à ça, mais s'il y avait un si gros souci, tous les USDC auraient été empruntés et là, je vous aurais dit de pas déposer de l'argent dessus. Un autre projet du coup qui donne un rendement très alléchant, c'est Vesper. Alors au moment de mon tweet, c'était autour de 30%, ça a baissé un petit peu, c'est autour de 20% plutôt maintenant. Donc pareil, Vesper, pas trop de risque en fait sur le protocole, parce que la majeure partie des intérêts, ils vont venir de token Optimism. Vous le savez, j'ai passé pas mal de fois en revue des protocoles sur la blockchain Optimism, et en ce moment, ils aiment bien distribuer un maximum de tokens OP, on en retrouve partout, et là, Vesper, ils sont plutôt généreux sur ce qu'ils distribuent. Les APR, ils ont baissé pas parce qu'ils donnent moins de récompenses, mais parce qu'il y a plus de gens qui se partagent les mêmes récompenses. On peut voir au niveau des dépôts ici. Par exemple, là, il y a 2 millions de dollars en USDC qui sont déposés. Et, non, j'ai pas montré au moment de mon screen, évidemment, mais il devait y avoir que 1 million de dollars à peu près. Voilà. C'est tout ce que j'avais comme bon rendement en ce moment, pas trop risqué sur des stables ou éventuellement sur de l'Ethereum. Franchement, maintenant on n'est plus sur du 30%, mais 15-18% sans trop de risque sur de l'Ether. Ça va. Moi, je trouve que le rendement est encore ok. Il vaut le risque qu'il y a derrière. Du coup, on commence par les news. Alors attention, attention Netflix. Netflix France, amour, gloire et blockchain. L'équipe d'En Passant Pécho revient avec Cryptoschlag, le prochain film de Julien Royal avec Nassim Eliès et Zoé Marshall en novembre. Ça m'inspire pas grand chose. Je le sens pas très bien ce film. À voir ce que va donner le film, mais franchement, juste à cette news là, ça me donne pas envie. Salut Kingart, on verra. Je lui laisse quand même sa chance. Allez, on continue. Ça, petite news que je cale. Ce sera aussi d'actualité si vous êtes sur la rediffusion. J'ai sorti une vidéo sur Layer 3 et je vous en avais parlé la semaine dernière. Dans cette vidéo, il y a un petit jeu concours autour de Realty. Si vous allez acheter un token dessus, je vous rembourse une partie, etc. La vidéo est en partenariat. Ma chaîne en général, je suis en partenariat dessus. Mais quand j'en parle vite fait sur Twitter, c'est juste pour passer les news. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez ma vidéo. Par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous avez tout à votre disposition. Bon, là, j'avais forcé un petit peu avec ce tweet, mais je me suis rattrapé. J'avais fait un mea culpa qui a été beaucoup moins vu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je me suis un petit peu emballé, mais il se passe un truc quand même un petit peu grave en ce moment au niveau d'un bridge en particulier de multi-chain. On va en reparler, c'est le gros sujet de ce soir. Et du coup, j'avais partagé le dépeg de l'USDC sur la blockchain Kava, qui était vraiment bien dépeg. Il était autour de 70 centimes, un truc comme ça au moment du screen. Ça donne quoi? 1,46$ à l'envers. Parce qu'en gros, là, c'est contre le mail. Et un mail, ça valait 1,5 USDC. Donc 1 divisé par 1,5. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 tiers. Donc l'USDC était tombé quand même assez bas sur cette blockchain. Spoiler, c'est pas terrible. Spoiler, ça s'est pas réparé. C'est toujours aussi mal barré. Mais on en reparlera de ce qui se passe là-bas du côté de multi-chain et tout. C'est plus grave que ce qu'on ne le pense. Même si, si vous n'êtes pas très exposé à la DeFi, il y a des chances que vous passiez un petit peu à côté, mais il y a quand même des choses à savoir par rapport à cette histoire. Petite news un peu random, OKX installe son siège européen à Paris. Bon, c'est pas les premiers à s'installer en France, donc écoutez, bienvenue. Moi, je suis un petit peu chauvin sur les bords, donc ça me fait plaisir de voir des grosses entreprises crypto arriver en France. La loi influenceur évolue un petit peu, plutôt dans le bon sens, donc ça va, je m'en fais pas trop pour mon avenir, entre
guillemets, ça fait plutôt plaisir. Pika Protocol, on revient un petit peu sur la DeFi. Ça y est, ils ont lancé leur token. Alors il y a eu la prévente pendant un moment, et si vous aviez utilisé le protocole avant justement qu'ils lancent leur token, vous étiez potentiellement éligible à une whitelist. Et ça tombe bien, j'en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, et quelques jours après, ils ont pris le snapshot, donc ils ont regardé qui avait utilisé le protocole pour savoir qui serait éligible ou pas. La prévente s'est plutôt bien passée. Moi, j'ai pu faire un petit peu de bénéfices dessus, mais bon, rien de très dingue, hein. Ça reste un petit projet sur Optimism, mais il y avait moyen de faire facile 10% sur l'Ethereum. Voilà, c'est un petit peu comme quand on fait les launchpads sur Binance, tout simplement. Le cake qui sort du top 100 aujourd'hui, bon, ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu, mais c'était surtout pour partager cette image de Christine Lagarde qui fête les 25, c'est quoi, c'est les 25 ans de l'euro, ou les 25% d'inflation, je sais plus. Why not? D'un côté, on peut critiquer l'euro, etc., hein, mais en attendant, si vous n'êtes pas canadien ou suisse, ou africain d'ailleurs, il y a beaucoup de francophones aussi qui viennent de là-bas, mais si vous êtes en France, en Belgique, on va pas se mentir, on utilise quand même beaucoup l'euro dans notre quotidien, donc bon, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, on change de registre, on revient sur la DeFi, c'est un petit peu plus poussé, mais il y a un protocole qui s'appelle Mimo, qui ont un stablecoin. On peut minter ce stablecoin en mettant en collatéral du BTC. Vous allez apporter par exemple 1000 $ de BTC et vous allez pouvoir récupérer 500 parts, 500 euros du coup, que vous allez pouvoir faire travailler sur la DeFi. Et ben là, il y a un truc qui a été voté, et bientôt on pourra minter du par avec du WST Ethereum. Alors c'est très technique évidemment, hein, mais le WST Ethereum, c'est de l'Ether qui génère des intérêts. Donc on va pouvoir minter des euros en étant payé entre guillemets, parce que nos Ethereum, le collatéral du coup qu'on va apporter fait des intérêts. C'est plutôt pas mal. Il y a plein de gens qui ont des Ethereum stakés qui savent pas quoi en faire. On commence à avoir beaucoup de choses à en faire, et j'avais fait un live justement pour vous montrer comment on pouvait optimiser un petit peu ses cryptos, son BTC, son Ethereum. L'Ethereum, si vous en avez genre 0,1, 0,2 par exemple sur Polygon ou même sur Optimism, Arbitrum, il y a pas mal de choses à en faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos 32 Ethereum pour aller les staker sur Ether. Puis même si vous utilisez Ethereum, on peut faire des choses avec moins que 32. Il y a pas mal de choses à faire. Il faut essayer d'être un petit peu curieux. Franchement, je pense que ça en vaut le détour. Surtout que Polygon, c'est une blockchain qui est très accessible. Il y a plein de choses à faire et les frais sont vraiment pas élevés du tout. PancakeSwap, je m'y attendais pas du tout. Il lance un Tower Defense. Alors moi, j'aime bien le style Tower Defense, même si j'y joue plus trop en ce moment. Je trouve que c'est très chronophage comme style de jeu, mais pourquoi pas, moi j'aime bien. Moi, je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment que le cake m'intéresse plus. Quand on était vers les points hauts du cake à 40 $, etc., je me souviens, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit que je commençais à sortir de PancakeSwap, que pour moi c'était trop haut, et je sais pas s'il y a un extrait qui traîne encore sur ma chaîne secondaire ou quoi, mais j'avais dit le cake, si jamais j'en rachète, ce serait à 1 $, et franchement, tout 2022, j'y ai pas cru au cake à 1 $, mais plus on se rapproche, plus on arrive vers les 1 $. Alors bon, ça a été aussi drivé par le fait que la Binance Smart Chain, il y a beaucoup moins de hype là-dessus, les gens commencent à aller vers d'autres écosystèmes, et aussi parce que PancakeSwap, ils ont fait n'importe quoi avec le staking du cake. Mais ça, c'est un autre débat. Là, on va passer quelques mauvaises news, mais bon, il faut en passer quelques-unes, hein. Malheureusement, on peut pas voir que des bonnes nouvelles. Eldorado Exchange, j'en avais déjà parlé. Là, c'est du côté d'Arbitrum. Il y a eu un hack, on va en parler un petit peu plus. Et du coup, le token a pris cher, moins 40% instantanément. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en fait, Eldorado Exchange, ils avaient laissé une petite fonction dans leur contrat qui leur permettait de faire des choses pas très Charlie, comme on disait à une époque. C'est-à-dire qu'ils pouvaient forcer quelqu'un à être liquidé, hein. Par exemple, toi, tu fais du trading sur notre plateforme, on t'aime pas, allez, hop, t'es liquidé, t'as perdu ton argent, tu dégages. Ils pouvaient aussi, grâce à ça, changer le prix en fait de certains actifs manuellement, si j'ai bien compris. Du coup, il y a quelqu'un qui est passé par là, qui a pris des fonds en fait dans la pool de liquidité et qui a dit bon je vous en rends 90%, j'en garde 10% en tant que bug bounty, parce que c'est pas cool en fait les gars, vous devriez pas implémenter une fonction comme ça dans votre protocole. Voilà, donc vous avez le message ici, hein, vous pouvez le lire. Si ça vous intéresse, mettez pause. Moi je trouve ça plutôt pas mal comme initiative, mais du coup c'est en soi pas une si mauvaise nouvelle. C'est quelqu'un qui a fait une attaque white hat comme on dit, qui a pour intention de rendre les fonds. Évidemment, il en garde une petite partie pour lui, il a bien raison, il n'y a pas de souci. Alors malheureusement, j'ai d'autres mauvaises nouvelles, mais avant ça, j'ai quand même un petit truc un petit peu random. OneInch, il n'y a pas longtemps, ils ont implémenté une fonctionnalité qui vous permet de faire
des swaps sans payer de frais de transaction. Ça a des avantages et des désavantages. On en reparlera peut-être dans un live si ça vous intéresse. Et du coup, il y a Matcha aussi, un autre gros agrégateur sur la DeFi. Agrégateur, c'est les protocoles qui vont comparer où est-ce qu'on échange les cryptos au meilleur prix. Du coup, voilà, ils ont implémenté cette fonctionnalité qui s'appelle Matcha Auto. Donc, on paye pas de frais de transaction, c'est Matcha qui va s'en occuper. Ils nous parlent aussi ils nous disent que cette fonctionnalité va réduire entre guillemets votre chance de fail. Ça, c'est surtout pour les gens qui vont échanger des petits tokens à la con qui bouge très vite. Là je vais passer vite parce que j'ai pas creusé plus que ça. Le protocole Jimboss se fait hacker pour 7,5 millions de dollars et Metamask vient m'emmerder, je sais pas pourquoi. Donc c'est simple, il y a eu un flash loan attack. On va pas rentrer en détail sur comment ça se passe, mais en gros vous pouvez utiliser AAV Balancer, peut-être, je sais plus trop quel protocole on peut utiliser pour faire des flash loans, mais en gros vous empruntez une très grosse quantité de crypto et dans la même transaction vous remboursez cette quantité de crypto. Mais entre deux, si jamais vous trouvez un arbitrage à faire, vous pouvez siphonner un protocole par exemple. Et là c'est ce qui s'est passé sur le token de Jimboss, je sais pas si on doit prononcer le S, ça fait mal, je sais plus trop ce qui s'était passé. Je crois que la team, ils avaient envoyé un message aux hackers pour dire vas-y, on est prêt à te laisser 20% du pactole mais tu nous rends le reste, etc. Et je crois qu'on n'a aucune nouvelle depuis. Toujours mauvaise nouvelle, le projet DeFi Fintok est parti avec la caisse, 32 millions de dollars quand même. Alors j'en ai absolument pas entendu parler de ce truc, mais c'était quand même gros, hein. Ça vous promettait 1% de rendement daily, donc de rendement par jour, 360, c'est même pas 365% annualisé, parce que si les intérêts sont réinvestis tous les jours, il y a 365 périodes, ça donne un rendement du coup de 3700% par an. Ça veut dire vous mettez 1 euro, à la fin de l'année vous avez 37 euros, 38 même du coup. C'est beaucoup trop. Donc c'était un petit peu gros. En plus de ça, il disait appartenir à Morgan Stanley, hein, c'est une grosse banque américaine si je dis pas de bêtises. 32 millions de dollars quand même, c'est pas mal. Faites attention, évidemment un projet qui vous promet 1% de rendement par jour, c'est une arnaque. Optimism, le cours baisse de 7% avant le déblocage de plus de 386 millions de tokens. Ça c'est un truc dont j'ai déjà parlé. Au moment où le token a été lancé, il y avait que 5% des tokens OP qui étaient en circulation. Il y en a plein qui vont être ajoutés petit à petit. Là ça a quasiment doublé le nombre de tokens en circulation. Donc le prix a pas encore été divisé par 2, mais quand même je ferais plutôt attention si vous aviez du token OP. D'ailleurs je savais pas qu'il était aussi loin dans le classement Optimism, il est 95e. Il a bien baissé, hein. Pendant un moment il était beaucoup plus haut dans le classement. Dernière petite news pour aujourd'hui, c'est Circle qui lance leur EURC sur Avalanche. On n'en entend pas trop parler de ce stablecoin, mais pourtant voilà, il continue un petit peu sa route, il se déploie sur Avalanche maintenant. Et on parle pas beaucoup des stablecoins euros, pourtant voilà, on commence à avoir des choses sympathiques à faire avec sur la DeFi. J'en ai déjà parlé plus d'une fois et j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure aussi, donc voilà, c'est intéressant. J'aime bien passer ce genre de news parce que voilà, ça vous montre qu'on commence à avoir des stablecoins euros qui tiennent la route et ça fait plaisir à voir. On en arrive donc à la dernière news pour aujourd'hui. Donc ça c'est ce qui s'était passé un petit peu avant que tout le monde vous parle de multi-chain, etc. Il y a la fondation Fantôme qui a retiré des tokens multi de leur pool de liquidité. Ils se sont expliqués en disant, je crois que c'est ici, voilà, c'est André Cronje, donc le gars qui a fondé la fondation Fantôme, aucun intérêt à fournir de la liquidité en période d'incertitude. Vous pouvez voir dans le portefeuille que les fonds n'ont pas été vendus, c'est toujours le cas, je vais vous montrer. Dès que Multichain pourra faire une déclaration à ce sujet et éclaircir la situation, nous reprendrons la fourniture de liquidité. Alors la traduction elle est un petit peu bizarre, hein. L'apport de liquidité peut-être, j'aurais dit. En tout cas voilà, ils vont a priori redéposer si ça se passe bien du côté de Multichain. Là c'est le portefeuille de la fondation Fantôme et on peut voir, hein, ils ont toujours des tokens multi bloqués jusqu'en 2026 et le reste ils sont bien toujours dans le portefeuille. Alors forcément ils ont perdu de la valeur depuis, mais voilà, ils sont fidèles à ce qu'ils disent, ils ont toujours leur token multi. Mais qu'est-ce qui s'était passé justement du côté de Multichain? Pourquoi ils ont décidé d'un coup de retirer les tokens de la pool de liquidité?
et ben il y avait des rumeurs d'arrestation autour de la team de Multichain. C'était en Chine, hein, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. En parallèle, des rumeurs non confirmées prétendent que des membres de l'équipe du protocole auraient été arrêtés en Chine. Bon, la Chine, on est d'accord, rigole pas trop généralement, donc on verra dans les prochains jours, prochaines semaines, si c'était une rumeur fake ou si c'était véridique. Mais voilà, Multichain, ils vont faire un token, un USDC synthétique sur Kava, et en échange, ils ont leur pool de liquidité où ils ont des USDC en contrepartie. Et vous, à tout moment, en fait, vous pouvez sortir de Kava, aller sur un autre écosystème, et en fait, vos USDC vont être brûlés. Et quand vous arrivez sur Kava, ça va vous minter des USDC, etc. Enfin, c'est tout un mécanisme qui est bien huilé, qui fonctionné très bien jusque-là. Et bah forcément, quand on vous coupe le pont, ça marche plus. Là, vous vous retrouvez avec des USDC qui sont bloqués sur Kava. Alors, je vais beaucoup prendre l'exemple de Kava pour aujourd'hui parce que c'est un petit peu le plus symptomatique, hein, c'est là qu'il y a le plus de liquidité. Mais il faut savoir que Multichain, bah, ils sont derrière certains actifs sur Phantom, l'USDT notamment. Et là, on parle pas d'un stablecoin où il y a 1 million de liquidités, voire moins parce que c'est une petite blockchain. On parle de la blockchain Phantom. Je sais pas combien il y a de dizaines de millions d'USDT là-bas, mais ça doit être pas mal. Pas beaucoup en fait, hein, qui sont sur la DeFi. On peut voir qu'il y en a 76% qui sont sur Multichain. Le reste, les 24%, du coup, il y en a 20 millions à peu près, on va faire un gros arrondi. 20 millions qui sont éparpillés sur la DeFi. Et le reste, c'est centralisé sur le bridge. Donc on va commencer par l'USDC sur la blockchain Kava. Là, je suis sur la paire Axelar USDC. Donc ne vous en faites pas, hein, il y a 2 USDC sur Moonbeam, sur Kava, pardon, pas sur Moonbeam. 2 USDC sur cet écosystème. Alors, il y en a aussi sur Avalanche, on en a parlé au début du live, donc ça c'est pas très étonnant. Sauf que là, ce qui est embêtant, c'est que l'USDC qui est bridgé par Multichain, voilà, un super protocole Multichain, il vaut 69 centimes. D'ailleurs, petite chose que je tiens à préciser, c'est pas parce que Multichain ils ont arrêté le support de Kava que maintenant c'est pas safe à utiliser pour passer par exemple de Polygon à Chronos, à Avalanche, à Arbitrum. Ça fonctionne très bien, Multichain, hein, je l'ai encore utilisé cette semaine et la semaine dernière, je m'en sers assez souvent. Mais si vous avez des actifs qui sont backés directement par Multichain, donc là typiquement de l'USDC sur Kava, etc., vous avez un gros risque à les détenir. Là, il y a des gens qui vont me dire l'USDC il a déjà des pegs, on peut refaire un coup d'arbitrage là-dessus, c'est sûr qu'il va repeg. On n'est pas sur l'USDC backé par Circle. En fait, quand on va voir de l'USDC sur la blockchain Kava, c'est de l'USDC backé par Multichain. Et c'est très important à savoir en fait que quand vous utilisez un stablecoin, parce que généralement ça va se retrouver avec les stablecoins, hein, ce genre de truc, pour savoir justement sur quelle blockchain on a officiellement de l'USDC, de l'USDT, bah, on se rend sur le site officiel justement, en l'occurrence ici c'est Circle. Donc c'est important à savoir. Dès lors que vous avez une crypto qui n'est pas sur son écosystème natif, vous prenez un risque à la détenir. C'est important à savoir. Certes, on a un USDC qui vaut 70 centimes sur Kava, mais moi, j'irai pas jouer l'arbitrage là-dessus. Tout simplement parce que on est sur un cas où là, ça peut vraiment aller à zéro. On a déjà des exemples dans le passé où ça a mal fini, mais entre le fait qu'ils aient été arrêtés, entre les rumeurs d'arrestation, entre le fait aussi qu'ils n'ont pas prévenu quand ils ont retiré le bridge de l'USDC, etc., moi, je trouve pas sa classe du tout. Vous faites votre propre avis. Si vous pensez qu'il y a un arbitrage à jouer, n'hésitez pas. Alors les traders aussi, hein, peut-être que vous pouvez vous y mettre à cœur joie. Ça monte, ça descend, il y a des choses à faire. Hein. C'est assez marrant de dire ça pour de l'USDC, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Là, on passe sur un autre écosystème, sur Telos. Pareil, hein, voilà, l'USDC, il se pète la gueule. Il y a eu énormément de volatilité à ce moment-là. Énormément de volatilité. Si vous regardez le volume en haut à gauche, on est sur du 5000 $. C'est une petite blockchain, mais bon, faites attention sur ce genre d'écosystème. Pareil, moi, je jouerai pas l'arbitrage là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup qui dépègue? On a Bitcoin aussi, parce qu'on va pas juste bridger des stablecoins, on va aussi bridger du BTC. J'ai pas réussi à faire une liste de tous les écosystèmes sur lesquels le BTC était bridgé. De toute façon, essentiellement, ça va être des petits écosystèmes, assez peu de chances que vous les utilisiez. Mais voilà, le Bitcoin sur Telos, c'est pas stable, c'est pas à son prix. Hein. Là, il est à 26 000 $ à peu près, 25 700. Si je vais sur CoinGecko, le Bitcoin, il est pas à ce prix-là. Hein. Le Bitcoin, il est à combien? Le Bitcoin, il est à 27 800 $. On n'est pas bon là. Maintenant, on va voir 2 petits exemples de crypto qui ont totalement des pegs qui sont plus à leur valeur. Premier exemple de crypto qui a des pegs et qui a été bridgé, c'est le Bitcoin sur Solana. Pour l'anecdote, devinez qui backait le Bitcoin sur Solana. J'en ai déjà parlé hein, sur les lives, c'est FTX et c'était écrit ici. FTX ou Alameda d'ailleurs, c'est pas précisé sur CoinGecko, mais je crois que c'est FTX. Je pense que j'ai pas besoin de vous remémorer un petit peu ce qui s'est passé, faillite, etc. Ça s'est pas trop bien passé. Du coup, voilà, on a un Bitcoin sur Solana qui est autour de 1872 $. Alors pour ceux qui attendaient un Bitcoin à 10 000 $,
à 6000, à 3000, à 2000 $, allez sur Solana. Ah, vous l'avez déjà à 1872 $. Alors lui, il a quand même beaucoup moins de chances d'arriver à 100 000 $ un jour, mais au moins, vous l'avez à un prix plutôt abordable. Non, évidemment, je jouerai absolument pas l'arbitrage là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui encore, il continue de se péter la gueule. On va pas oublier aussi qu'il y a notre petit Ethereum. Hein. Ah là, vous pouvez l'avoir à 143 $. Par exemple, si vous avez de l'USDC sur la Binance Smart Chain, il faut savoir que c'est pas du vrai Bitcoin. On a du BTC qui est backé par Binance. Donc a priori, voilà, on a un truc qui nous permet d'aller voir le site officiel, etc., ce qu'ils ont en collatéral. Quand vous avez du BTC sur la Binance Smart Chain, il y a Binance qui va gérer ça. A priori, ça va, ça marche plutôt bien. Le souci, c'est que pendant un moment, avec le BUSD, Binance, ils ont fait quelques petites carabistouilles. Et en gros, il y avait un truc comme, je vais donner des chiffres approximatifs, hein, mais il y avait un truc comme 11 milliards de BUSD sur la Binance Smart Chain. Et en réalité, ils avaient que 10 milliards de dollars en collatéral derrière. Donc, ils en avaient minté un petit peu trop. Vous voyez, c'était assez pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, on peut le retrouver, ce souci, sur Chronos, sur la Huobi EcoChain, sur éventuellement d'autres blockchains encore, j'imagine. Voilà, faites attention quand même. Vous devez être au courant qu'on peut faire des choses intéressantes avec du Bitcoin, par exemple, hein, sur Chronos ou sur la Binance Smart Chain, mais on n'a pas du vrai Bitcoin, on n'a pas du vrai Ethereum. Par contre, on peut avoir du vrai BNB, du vrai CRO, il n'y a pas de souci. De toute façon, s'il y a un gros souci sur Binance, vous vous doutez bien qu'il y aura de gros soucis sur la Binance Smart Chain. Pareil avec Crypto.com et Chronos, donc si vous avez la crypto de l'écosystème, il n'y a pas plus de risque à l'avoir sur la plateforme centralisée ou sur la blockchain en soi. Quoique, sur la plateforme centralisée, vous pouvez vous faire geler votre compte. Pas sur la blockchain, techniquement. C'est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne le savent pas, hein. Mais l'USDC, l'USDT, alors ça va marcher pour les blockchains officielles, donc on va prendre Ethereum, typiquement. Vous n'avez pas réellement de l'USDT dans votre portefeuille. En fait, vous avez les USDC, les USDT sont sur une adresse, ou quelques adresses, je sais plus, je crois que c'est qu'une seule. Et en fait, vous avez le droit d'utiliser une partie de ces USDC, USDT, en fait. Ouais, c'est assez compliqué, hein. Tout le monde ne le sait pas forcément, pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est pour ça qu'ils arrivent à geler certains USDC sur une adresse en particulier. En fait, c'est parce qu'ils sont tous sur la même adresse et qu'ils en allouent en fait une partie. Si vous avez 1000 USDT sur Ethereum, ils savent très bien lesquels c'est et lesquels sont alloués, etc. Et ils peuvent vous les geler. Voilà, tout simplement. On va quitter un petit peu les plateformes centralisées, on va revenir un peu sur la DeFi parce que là aussi on a des cas de bridge qui ont mal tourné. L'exemple le plus notable que j'ai, c'est sur Moonbeam. Je m'étais trompé justement tout à l'heure, j'avais parlé de Moonbeam alors que c'était pas le sujet. Et on a plusieurs stablecoins crypto, hein. On a de l'Ethereum par exemple aussi, du BTC, qui étaient bridgés via un bridge qui s'appelait Nomad. Je sais même pas si ça existe encore pour être franc avec vous. Et du coup on a de l'USDC de Nomad qui aujourd'hui vaut à peu près 15 centimes. Ça va, il vaut encore 15% de sa valeur. Donc ça quand même, c'est une target qu'on peut prendre en compte pour Kava, pour Telos. Telos, je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui a des cryptos là-dessus, mais Kava, c'est pas impossible. C'est pas un si petit écosystème. Récemment, il y a eu pas mal de hype dessus. Donc c'est possible que vous ayez des cryptos sur Kava. C'est pas sûr à 100%, hein, mais allez, sur la rediff YouTube, s'il y a quelques centaines de vues, il y a bien une personne qui va avoir des cryptos sur Kava EVM. Du coup, voilà, pour l'instant, l'USDC, il est à 67 centimes. On va regarder en daily. Vous voyez, il y a quand même pas mal de bougies rouges. Ça a quand même plutôt tendance à se péter la gueule. À mon avis, ça va rejoindre l'USDC Nomad qu'on a sur Moonbeam. Ça va vraiment descendre aussi bas que ça, si ce n'est plus bas que ça encore. C'est pas la première fois qu'on en parle, vous en avez probablement déjà entendu parler, mais voilà, des fois ça se termine comme ça et on se retrouve avec des USDC qui valent plus que 70 centimes parce qu'on a été faire un petit peu trop les malins, trop loin sur la DeFi et on s'est pas rendu compte des risques qu'il y avait. Il n'y a pas de mal à aller par exemple sur Kava, etc. Mais si vous allez sur ce genre d'écosystème, en fait, plus vous allez sur un écosystème qui est petit, qui est éloigné, et plus il faut que vous dites qu'il faut risquer une petite partie de votre portefeuille. Si vous allez sur un écosystème qui est assez éloigné comme ça, mettez pas plus de 10-5% de votre portefeuille, moi c'est ce que je vous conseille. Je continue toujours mon DCA sur le Bitcoin, j'en avais reparlé il y a pas longtemps sur mon compte Twitter. Tant qu'il est en dessous de 30 000, je continue. Et j'avais fait un live où j'expliquais le DCA que je faisais. En fait, je regarde les journées où il fait de la baisse. Maintenant, des fois, j'attends une semaine et je regarde toutes les journées où il y a eu de la baisse. Et en fait, une journée où il fait moins 3%, je vais en acheter 3$. Une journée où il fait moins 5%, je vais en acheter 5$. Je donne des exemples, hein, etc., etc. Enfin, t'as compris l'idée. Plus il va baisser, plus je vais en acheter. Et si on a un crash d'un coup, ça m'est arrivé de mettre un petit billet d'un coup dessus. S'il se prend à moins 5, à moins 10% sans
sans prévenir, ça m'est arrivé. Et je crois ma moyenne d'achat elle est excellente hein, sur mon DCA. Je suis à 20 300 $. C'est quoi Prime, le site qu'on a devant nous? Ah, Prime, c'est un protocole comme AAV, donc de prêt et d'emprunt. J'en ai parlé 15 000 fois hein, sur la DeFi. Sauf que là en fait ça fonctionne sur plusieurs blockchains. Tu peux déposer des cryptos sur Avalanche, emprunter sur Arbitrum par exemple. Alors que sur AAV, tu vois, si je dépose des cryptos sur Avalanche, d'ailleurs en ce moment, et on va voir hein, si c'est encore d'actualité, mais normalement en ce moment on a 25% d'intérêt. Ouh, ça a bien baissé. Il y a 400 000 $ de liquidité ou 300 000 de plus qui ont été déposés. Et là, par exemple, si je dépose de l'USDC sur Avalanche, je peux pas aller emprunter des cryptos sur Arbitrum. Là, c'est possible sur Prime. Et ça, c'est plutôt craqué. Il y a un autre truc aussi que j'ai vu sur Twitter. C'est un protocole qui vous permet d'emprunter directement sur la valeur de votre portefeuille. Je sais pas du tout comment ça marche. Ça a l'air craqué. Bref. Je vous embête pas plus, on se retrouve mardi prochain. Vous avez ma vidéo sur Layer 3 si ça vous intéresse. Aussi éventuellement ma vidéo avec les 20 airdrops potentiels. Et voilà, si vous les avez déjà vus, bonne nuit. Et à mardi prochain. Allez, salut tout le monde.